Dans la villa luxueuse de Cannes avec vue sur la Méditerranée, des cris de douleur brisaient la paix matinale. « Non, je veux pas, ça fait mal !» Marc, 5 ans, pleurait désespérément pendant qu'Isabelle Gallo, 35 ans, fiancée de son père, tentait de lui mettre des chaussures orthopédiques coûteuses. « Marc, tu dois porter les chaussures », disait Isabelle d'une voix qui sonnait patiente, mais avait un fil de dureté en dessous. « Les médecins disent que tu dois marcher pour renforcer tes pieds. » Mais dès que la chaussure touchait le pied, l'enfant hurlait comme s'il était torturé. Alexandre Caruso, 50 ans, architecte naval à succès et veuf, entrait dans la chambre. Qu'est-ce qui se passe ici? Le visage marqué par le stress et la frustration. Des mois de ça. Des mois d'enfants qui hurlaient quand ils devaient porter des chaussures, qui marchaient à 4 pattes au lieu de marcher, qui pleuraient de leurs pieds sans raison apparente. Alexandre, Marc fait encore des caprices, disait Isabelle. Les médecins ont dit qu'il n'y a rien de physiquement anormal, mais il refuse de marcher. Alexandre regardait son fils. Le petit visage était rouge de pleurer. « Marc, champion, tu dois essayer. Les chaussures sont spéciales. Isabelle les a achetées spécialement pour toi. » Mais Marc secouait la tête violemment. « Elles font mal. Papa, elles brûlent. » Alexandre soupirait. C'était la conversation qu'ils avaient chaque jour, chaque foutu jour, et il ne comprenait pas. Il avait emmené Marc et Clara, sa sœur jumelle, chez les meilleurs orthopédistes de France. Radiographie, IRM, tests neurologiques. Tous disaient la même chose. Il n'y a rien de physiquement anormal. Dans le coin de la chambre, Clara était assise sur le lit en regardant avec de grands yeux. Elle aussi avait des chaussures identiques, et elle aussi refusait de les porter. Elle préférait marcher à 4 pattes, ou être portée. N'importe quoi sauf mettre ses pieds par terre avec ses chaussures. C'est psychosomatique, avait dit le dernier neurologue la semaine dernière. Deuil de la mère. Ça se manifeste comme douleur physique. Je recommande un thérapeute, pas un orthopédiste. Alexandre avait payé 10 000 € pour cette consultation, pour se faire dire que ses enfants inventaient la douleur. Sophie Moreau, 62 ans, nouvelle femme de ménage embauchée 3 semaines plus tôt, nettoyait dans le couloir devant la chambre. Elle entendait les cris. Elle les entendait chaque matin. Le cœur lui serrait. Elle était veuve d'un cordonnier. Elle avait passé 40 ans à travailler avec des chaussures, avec des pieds, avec du cuir. Elle connaissait les chaussures comme Alexandre connaissait les yachts. Et quelque chose dans cette situation la dérangeait. Les enfants ne mentaient pas sur la douleur. Pas comme ça. Pas tous les deux. Pas pendant des mois. Il y avait quelque chose. Il devait y avoir quelque chose. Ça suffit, disait Alexandre finalement. S'il ne veut pas porter de chaussures, qu'il marche à 4 pattes. Je ne peux pas continuer comme ça. J'ai une réunion importante aujourd'hui. Il sortait de la chambre frustré. Isabelle regardait Marc avec une expression que Sophie, du coin de l'œil, remarquait. Ce n'était pas de la compassion, c'était autre chose. De la satisfaction? Non, impossible. Sophie secouait la tête. Elle imaginait des choses. Isabelle semblait dévouée aux enfants. Elle forçait les exercices, achetait des chaussures coûteuses, les emmenait aux rendez-vous médicaux. C'était la partenaire parfaite pour Alexandre. Du moins, c'était ce qu'il semblait. Dans les jours suivants, Sophie observait. C'était dans sa nature. Remarquer les détails. Comme Isabelle, chaque matin insistait pour que les enfants portent ces chaussures spécifiques. « Elles sont orthopédiques », disait-elle. « Elles coûtent 500 € la paire. Le médecin les a recommandées. » Mais Sophie, avec un œil expert, regardait ces chaussures. Elles étaient belles, cuir coûteux, semelles robustes, mais quelque chose ne collait pas. Pourquoi des chaussures si coûteuses et si bien faites causaient-elles une telle agonie? Un matin, Sophie nettoyait la salle à manger quand elle entendit des cris du salon. Encore. Marc encore. Isabelle l'avait attrapé et forçait la chaussure sur son pied. « Tu dois les porter. Tu es un enfant paresseux. » L'enfant hurlait. « Ça fait mal. S'il vous plaît. Ça fait mal. » Mais Isabelle continuait, poussant le pied dans la chaussure. Et alors Sophie remarqua quelque chose. La façon dont Isabelle positionnait le pied. Comment elle poussait le talon avec une force particulière. Comment elle arrangeait quelque chose à l'intérieur de la chaussure avant de fermer les lacets. C'était un geste rapide, presque imperceptible, mais Sophie l'avait vu. Cette nuit-là, quand tout le monde dormait, Sophie ne pouvait pas dormir. Elle continuait de penser à ce geste, à la façon dont
Isabelle positionnait le pied, à comment les enfants hurlaient, au fait que les médecins ne trouvaient rien. La décision se forma. Elle devait regarder ses chaussures, vraiment regarder, avec les yeux de quelqu'un qui comprenait les chaussures, pas comme un médecin qui regardait les pieds, mais comme une artisane qui regardait l'objet lui-même. Elle se leva du lit, mit sa robe de chambre, prit un petit sac d'outils qu'elle avait apporté de chez elle, les outils de son mari mort, les instruments, de cordonnier. Elle marcha silencieusement en haut des escaliers, vers la chambre des jumeaux. La porte était entr'ouverte. Elle pouvait entendre la respiration profonde des enfants endormis. Elle entra silencieusement. Dans la faible lumière de la lune qui entrait par la fenêtre, elle vit 2 paires de chaussures, à côté des lits, parfaitement positionnées. Comme toujours, Isabelle était méticuleuse. Sophie prit une paire, les chaussures de Marc. Elle retourna dans sa chambre, au rez-de-chaussée, ferma la porte, alluma la lampe de bureau. Elle mit les chaussures sur la table, les regarda. De l'extérieur, elles étaient parfaites, cuir de haute qualité, coutures impeccables, semelles appropriées, tout semblait correct. Mais Sophie ne regardait pas seulement l'extérieur. Elle prit un petit couteau de son kit, le couteau que son mari utilisait pour retirer les semelles. Elle commença à travailler sur la semelle intérieure, ce rembourrage qui va au-dessus de la semelle principale, où le pied repose. Elle travaillait délicatement, avec la patience d'une artisane, soulevant les bords, retirant l'adhésif. Et puis, quand la semelle se souleva complètement, Sophie se figea. Le cœur cessa de battre pendant une seconde, parce que là, collé à la semelle en dessous, exactement à l'endroit où le talon appuie avec le plus de force, il y avait quelque chose de petit, fin comme une pièce de monnaie, mais avec une surface étrange, brillante, métallique. Sophie s'approcha avec la lampe et vit de petites pointes, minuscules, presque invisibles, des aiguilles fines qui pointaient vers le haut, des épines de cactus, incorporées dans un disque métallique. Les mains de Sophie tremblaient en touchant l'objet délicatement. Les pointes étaient aiguisées, pas assez pour percer la peau immédiatement. Mais quand le poids du corps de l'enfant pressait, quand il marchait, ces pointes pressaient dans la chair tendre du talon, causant une douleur aiguë, brûlante, constante, mais sans laisser de marques évidentes, parce qu'elles étaient trop petites, trop fines. La douleur disparaissait quand la chaussure était retirée, mais pendant qu'elle était portée, c'était de la torture, torture parfaite, invisible, indétectable par radiographie ou IRM. Sophie sentit la nausée monter. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. « Qui ferait ça? Qui mettrait des épines dans les chaussures d'un enfant ?» Mais elle connaissait la réponse. Isabelle. Ça devait être Isabelle. C'était elle qui avait acheté les chaussures. C'était elle qui insistait pour que les enfants les portent. C'était elle qui positionnait les pieds si délibérément chaque matin. C'était elle qui contrôlait tout concernant ces maudites chaussures. Mais pourquoi? Pourquoi torturer des enfants innocents? Quel esprit malade ferait ça? Sophie vérifia l'autre chaussure. Même disque, mêmes épines. Les 2 chaussures étaient des armes, des instruments de torture déguisés en aide médicale. Et personne n'avait vu, parce que personne n'avait vraiment regardé à l'intérieur des chaussures. Les médecins regardèrent les pieds, la peau, les os, les nerfs, mais pas l'objet qui causait la douleur, parce que c'était trop évident, trop simple. Qui soupçonnerait que des chaussures coûteuses, orthopédiques, achetées par une fiancée dévouée, contenaient des épines de cactus? Sophie devait le dire à Alexandre, immédiatement, mais il était minuit. Et comment expliquer? « Monsieur, votre fiancé torture vos enfants avec des épines cachées dans les chaussures. » Ça sonnait fou, même pour elle. Mais elle avait la preuve. Elle avait les disques métalliques. Elle avait les épines. Elle avait les chaussures. C'était une preuve physique, irréfutable. Elle décida d'attendre le matin, quand Alexandre serait réveillé, quand elle pourrait tout montrer à la lumière du jour, quand elle pourrait lui faire voir ce qu'aucun médecin n'avait vu. Mais en attendant que l'aube arrive, l'esprit de Sophie travaillait. Elle pensait à Isabelle, à la façon dont elle regardait les enfants quand elle pensait que personne ne regardait, pas avec amour, avec irritation, ressentiment, comme si leur présence était un obstacle. Et puis, elle se souvint. Alexandre était veuf, riche, les enfants étaient héritiers. Si les enfants devenaient problématiques, malades, psychosomatiques, qui semblerait être l'héroïne?
Qui serait la partenaire patiente qui gérait les enfants difficiles? Isabelle. Elle se positionnait comme indispensable tout en rendant les enfants dépendants et souffrants. C'était un plan diabolique, parfait, sauf pour un détail qu'Isabelle n'avait pas prévu. Sophie Moreau, veuve de cordonnier, femme qui comprenait les chaussures, qui savait regarder sous la surface, qui avait les outils et les connaissances pour démonter et révéler le secret cruel qui était caché à la vue de tous. Sophie mit les chaussures et les disques dans un sac, cacha le sac sous son lit et attendit que le soleil se lève, attendit qu'Alexandre se réveille, attendit le bon moment pour révéler le monstre qui vivait dans sa maison et qui torturait ses enfants, un pas à la fois. Vous m'écoutez depuis Paris? Depuis Lyon? Depuis Marseille? Commentez votre ville. On approche des 1000 abonnés. Laissez un like et abonnez-vous. Que Dieu vous bénisse. À l'aube, Sophie attendait dans la cuisine. Elle préparait le café, mais l'esprit était ailleurs. Le sac avec les chaussures et les disques métalliques étaient cachés sous son tablier. Elle devait parler à Alexandre avant qu'Isabelle ne se réveille, avant que la routine matinale ne commence, avant que les enfants ne soient torturés à nouveau. Elle entendit des pas dans l'escalier. Alexandre descendait. Comme toujours, il était le premier réveillé, homme discipliné, précis. « Bonjour Sophie », disait-il en entrant dans la cuisine. « Le café est prêt ?» Sophie acquiesça. « Oui, monsieur, mais je dois vous parler. C'est urgent. » Alexandre regardait sa montre. « J'ai une téléconférence dans 30 minutes avec des clients de Dubaï. Ça peut attendre ?» Sophie secouait la tête fermement. « Non, monsieur. C'est à propos des enfants, de leurs pieds. » Alexandre s'arrêtait. Le visage changeait. « Vous avez trouvé quelque chose? Un autre médecin? Un autre spécialiste ?» Sophie prenait une profonde respiration. « Non, monsieur. J'ai trouvé la cause. La vraie cause. Ce n'est pas dans les pieds. C'est dans les chaussures. » Alexandre la regardait confus. « Dans les chaussures? Mais elles sont orthopédiques. Isabelle les a fait faire sur mesure. »« Puis-je montrer ?» demandait Sophie. Sans attendre de réponse, elle sortait le sac, mettait les chaussures sur la table de la cuisine. Puis, les 2 disques métalliques. À la lumière du matin, les épines étaient clairement visibles. Petites, cruelles, parfaitement conçues pour causer de la douleur. Alexandre regardait. Il ne comprenait pas immédiatement. « Qu'est-ce que c'est ?» Sophie expliquait d'une voix calme mais ferme. « Ce sont des disques que j'ai trouvés collés à l'intérieur des chaussures de marque, sous la semelle. Vous voyez les épines? Ce sont des épines de cactus. Quand l'enfant marche, le poids presse le talon contre les épines. Ça cause une douleur aiguë, mais ça ne laisse pas de marque permanente. » Alexandre prenait le disque dans sa main, touchait les épines avec son doigt. « Mon Dieu !» murmurait-il. « Elles sont aiguisées. » Il regardait les chaussures. Puis Sophie. « Vous dites que quelqu'un a mis ça intentionnellement dans les chaussures de mes enfants ?» Sophie acquiesçait. « Oui, monsieur. Et il n'y a qu'une seule personne qui contrôle ces chaussures. Qui les a achetées? Qui insiste pour que les enfants les portent chaque jour? Qui positionne les pieds d'une manière spécifique? » Elle n'avait pas besoin de dire le nom. Alexandre comprenait. Le visage devenait pâle, puis rouge. « Isabelle, » murmurait-il. « Vous accusez Isabelle ?»« Monsieur, » disait Sophie gentiment. « J'ai travaillé avec des chaussures toute ma vie. Mon mari était cordonnier. Ces disques ne sont pas là par hasard. Ils sont positionnés exactement où ils causent le plus de douleur. Ils sont cachés sous une semelle professionnelle qui nécessite des outils pour être retirés. Aucun enfant ne trouverait, aucun médecin ne vérifierait. Parce que qui soupçonne les chaussures? Mais j'ai soupçonné. Parce que les enfants ne mentent pas sur la douleur. Et les chaussures sont toujours le problème quand la douleur commence. » Alexandre s'asseyait lourdement sur une chaise, tenait le disque dans sa main comme s'il brûlait. « Pendant combien de temps ?» demandait-il d'une voix rauque. « Combien de temps a-t-elle torturé mes enfants ?» Sophie réfléchissait. Les enfants ont commencé à se plaindre de leurs pieds. Il y a 3 mois, 4. Alexandre acquiesçait lentement. 4 mois, depuis qu'Isabelle a acheté ses chaussures spéciales. Elle a dit qu'elles étaient recommandées par un spécialiste à Paris. Sophie regardait Alexandre avec compassion. « Monsieur, je dois vérifier les chaussures de Clara aussi. Si Marc a des épines, probablement Clara aussi. » Alexandre se levait brusquement. « Je vais chercher les chaussures maintenant. » Mais pendant qu'Alexandre se levait, ils entendirent une voix dans le couloir. « Alexandre, où es-tu » C'était Isabelle. Elle descendait les escaliers. Alexandre regardait Sophie urgemment. « Cache tout.
Ne dis « c'est rien encore ». Sophie remettait rapidement les chaussures et les disques dans le sac, cachait sous l'évier juste au moment où Isabelle entrait dans la cuisine, vêtue d'une tenue de sport élégante, cheveux parfaits, sourire parfait. « Bonjour chérie », disait-elle en embrassant la joue d'Alexandre. « Le café est prêt ? Aujourd'hui, nous devons emmener les enfants chez le kinésithérapeute à 10 heures. » Alexandre la regardait. Pour la première fois, vraiment la regardait. Cette femme qui, pendant 6 mois, avait vécu dans sa maison, qui avait pleuré avec lui quand les enfants hurlaient de douleur, qui avait accompagné à chaque rendez-vous médical, qui semblait si dévouée, si patiente. Tout avait-il été du théâtre? Était-ce toute manipulation? « Isabelle, » disait Alexandre d'une voix qu'il essayait de maintenir normale, « nous devons parler des enfants, de leurs chaussures. » Isabelle le regardait innocemment. « Qu'est-ce qu'il y a avec les chaussures? Ce sont les meilleures que j'ai pu trouver. Tu as vu les prix? »« Oui, j'ai vu, » disait Alexandre. « Mais je veux qu'un spécialiste les regarde, vraiment les regarde. Peut-être que le problème n'est pas dans les pieds, mais dans les chaussures. » Isabelle riait nerveusement. « Alexandre, tu es ridicule. Nous avons fait voir les enfants à 10 médecins. Aucun n'a suggéré un problème avec les chaussures. Parce que personne ne les a vraiment regardés, » interrompait Sophie. Elle ne pouvait plus se taire. « Monsieur, excusez-moi, mais les chaussures devraient être examinées, professionnellement. » Isabelle se tournait vers Sophie avec des yeux froids. « Vous êtes femme de ménage, pas experte médicale. Ne vous mêlez pas de ça. » Mais Alexandre levait la main. « Sophie a raison. Les chaussures devraient être vérifiées. » Isabelle sentait le contrôle lui échapper. « D'accord, » disait-elle d'une voix tendue. « Si tu veux vérifier les chaussures, vérifie. Mais après, arrête cette paranoïa et concentre-toi sur le vrai problème, la santé mentale des enfants. » C'était une attaque calculée. Déplacer le focus loin des chaussures vers l'état psychosomatique des enfants. Mais Alexandre ne déviait plus. « Je veux voir les chaussures de Clara aussi, maintenant. » Isabelle pâlissait légèrement. « Elles sont dans sa chambre, je vais les chercher. »« Non, » disait Alexandre fermement. « Nous y allons ensemble. » C'était un test, et Isabelle le savait. Mais elle ne pouvait pas refuser sans paraître suspecte. Ils montèrent ensemble. Sophie les suivait. Dans la chambre des jumeaux, les enfants dormaient encore. Alexandre prenait les chaussures de Clara de leur place à côté du lit, les tenait dans ses mains, sentait le poids, regardait l'extérieur, puis regardait Sophie. « Pouvez-vous vérifier ?» Sophie acquiesçait. Prenait les chaussures. Là même, devant Alexandre et Isabelle, elle commençait le processus de retrait de la semelle. Les mains expertes travaillaient rapidement. Isabelle regardait avec un visage devenant de plus en plus pâle. « Qu'est-ce que vous faites? Ces chaussures coûtent 500 €. » Mais Sophie ne s'arrêtait pas. Et quand la semelle se soulevait, révélant un disque identique avec des épines identiques, l'air sortait d'Alexandre comme s'il avait reçu un coup. « Non », murmurait-il. « Non, non, non. » Il prenait le disque, regardait les épines, regardait les chaussures de sa fille, puis regardait Isabelle, et dans ses yeux, Sophie voyait quelque chose se briser. Confiance, amour, tout ce qu'il avait cru sur cette femme, fracassée. « Peux-tu expliquer ça ?» demandait Alexandre d'une voix dangereusement calme. Isabelle reculait. « Je ne sais pas comment c'est arrivé là. Peut-être un défaut de fabrication, mais le mensonge était faible, transparent. » Alexandre avançait. « Défaut de fabrication ? Des disques métalliques avec des épines de cactus parfaitement positionnées sous les semelles, dans les 2 paires de chaussures. » La voix montait. « Pendant 4 mois, tu as torturé mes enfants. » Le tra. Cri réveillait les enfants. Marc et Clara s'asseyaient dans leurs lits effrayés. « Papa ?» appelait Clara d'une petite voix. Alexandre se contrôlait immédiatement. Il ne voulait pas effrayer les enfants davantage. Il respirait profondément. « Tout va bien, ma princesse. Papa a juste découvert quelque chose. » Il se tournait vers Isabelle. « Sors de cette chambre, maintenant. » Isabelle essayait encore. Des larmes maintenant. « Alexandre, tu dois comprendre, C'était juste... »« Sors !» criait Alexandre. Isabelle sortait rapidement. Alexandre s'agenouillait devant les lits de ses enfants. « Marc, Clara, papa a découvert pourquoi vos pieds font mal. Ce n'est pas votre faute. Vous n'êtes pas malade. Quelqu'un a mis de mauvaises choses dans vos chaussures. » Marc regardait avec de grands yeux. « Dans les chaussures ?» Alexandre acquiesçait. « Oui, mais plus maintenant. Ces chaussures partent.
et la personne qui les a mises parte aussi. Sophie voyait des larmes dans les yeux d'Alexandre pendant qu'il serrait ses enfants dans ses bras. « Je suis désolé, » disait-il d'une voix brisée, « tellement désolé de ne pas avoir compris plus tôt. Désolé que vous ayez souffert, que les médecins n'aient pas cru, que je n'ai pas assez cru. Je suis désolé. » Les enfants le serraient fort. « C'est bon, papa, » disait Sophie doucement. « Maintenant, vous savez. Maintenant, vous pouvez les protéger. » Alexandre se levait, passait les chaussures maudites à Sophie. « Garde ça, c'est une preuve. Appelle la police. Je veux qu'Isabelle soit arrêtée pour... » Il ne savait même pas comment appeler ce crime. Torture, abus, cruauté envers les enfants. « J'appelle tout de suite, » disait Sophie. Mais d'abord, Alexandre devait affronter Isabelle. Il descendait les escaliers comme une tempête, trouvait Isabelle dans le salon, faisant sa valise rapidement. « Je pensais partir avant que tu fasses une scène, » disait-elle d'une voix froide. Le masque était complètement tombé. Plus la femme, dévouée, seulement du cynisme dur. « Pourquoi ?» demandait Alexandre. « Pourquoi faire ça à des enfants innocents ?» Isabelle le regardait avec mépris. Parce qu'ils étaient des obstacles, toujours à pleurer pour leur mère morte, toujours à avoir besoin d'attention. Je te voulais, toi, ta maison, ta vie, mais ils étaient toujours dans le chemin. Alors j'ai trouvé un moyen de les rendre problématiques, malades, dépendants, et je serais l'héroïne qui restait malgré tout. Elle avouait avec une froideur qui laissait Alexandre sans voix. « Tu es un monstre, » murmurait-il. « Un monstre que j'ai amené dans la vie de mes enfants. Vous croyez au pouvoir de l'observation attentive. Pensez-vous que la sagesse pratique vaut autant que la science? Laissez un like si Sophie vous a inspiré. Abonnez-vous pour la fin choquante. Maintenant, continuons. »« Va-t'en » disait Alexandre d'une voix qui tremblait de colère contrôlée, « avant que je fasse quelque chose que je regretterais. » Isabelle riait, amèrement. « Tu vas me dénoncer? Avec quelle preuve? Des épines dans des chaussures? Je pourrais dire qu'elles étaient déjà là quand je les ai achetées, que je ne savais pas. » Alexandre la regardait avec des yeux froids. « Tu as avoué, devant moi, et Sophie, et les enfants entendent tout. Clara a 7 ans. Elle peut témoigner. Tu veux tenter ta chance avec un juge ?» Isabelle réalisait. Elle avait trop parlé. Dans un moment de colère, elle avait tout révélé. « Je ne voulais pas dire. »« Sors, » répétait Alexandre. « Prends tes affaires et va. Si je te vois encore sur la propriété dans 10 minutes, j'appelle la police. Et alors ce ne sera pas juste une expulsion, ce sera une arrestation. » Isabelle attrapait la valise et courait vers la porte. Elle s'arrêtait. « Ces enfants vont te ruiner, » crachait-elle. « Ils sont faibles, problématiques, comme leur mère l'était. » C'était la dernière erreur. Alexandre se déplaçait si vite que Sophie, regardant depuis l'escalier, ne le voyait. Presque pas. Il attrapa Isabelle par le bras. « Ma femme était une sainte, et mes enfants sont une bénédiction. Tu es le cancer qui a failli détruire la famille. Maintenant, V.A. » Il poussait Isabelle dehors. Elle tombait sur la marche, se relevait avec une dignité blessée et courait vers la voiture. En moins de 5 minutes, elle avait disparu. Alexandre fermait la porte, s'appuyait contre elle. Les jambes tremblaient. « Monsieur, » disait Sophie gentiment, « voulez-vous vous asseoir? J'apporte de l'eau. » Alexandre acquiesçait faiblement, s'asseyait sur le canapé. « 4 mois, disait-il en regardant ses mains. Pendant 4 mois, mes enfants ont été torturés. Chaque pas, chaque fois qu'ils portèrent ces chaussures. Et moi, je les ai forcés. Je les ai emmenés chez des médecins qui disaient qu'ils mentaient, que c'était tout dans leur tête. » Sophie apportait l'eau, s'asseyait à côté d'Alexandre. « Monsieur, vous ne pouviez pas savoir. C'était une cruauté invisible, conçue pour être qu'indétectable. » Alexandre secouait la tête. « J'aurais dû les écouter, quand ils disaient que ça brûlait, que ça faisait mal, mais j'étais tellement convaincu que ça devait être une condition médicale, que si les médecins ne trouvaient rien, ça devait être psychologique. » Sa voix se brisait. « J'ai échoué comme père. » Sophie posait une main gentille sur son bras. « Non, vous avez cru les experts. C'est naturel. Mais quand j'ai montré la preuve, vous avez cru immédiatement. Vous avez agi. Vous avez protégé. C'est ça, être père. » Des sirènes sonnèrent dehors. La police arrivait. Sophie avait appelé pendant qu'Alexandre confrontait Isabelle. 2 agents entrèrent. « Monsieur Caruso, nous avons reçu un appel concernant un abus sur mineur. » Alexandre se levait, montrait les chaussures, les disques, les épines, expliquait tout. Les agents écoutaient avec des visages de plus en plus choqués.
Je n'ai jamais rien vu de tel, disait l'un. C'est de la torture, préméditée, sophistiquée. L'autre agent prenait des photos, mettait les disques dans des sacs de preuves. Où est la suspecte? Elle est partie, disait Alexandre. Mais j'ai son nom, l'adresse où elle vivait avant, le numéro de plaque. Il donnait toutes les informations. Elle a avoué devant moi et ma femme de ménage. Elle a dit qu'elle voulait rendre les enfants problématiques pour qu'elles paraissent indispensables. Les agents prenèrent des notes. Nous allons émettre un mandat. C'est un crime sérieux. Torture de mineurs. Abus aggravés. Elle risque des années de prison. Alexandre acquiesçait. Bien. Je veux qu'elle paie pour chaque larme, chaque cri, chaque moment de douleur qu'elle a causé. Après le départ de la police, Alexandre montait vers la chambre des enfants. Il entrait lentement. Marc et Clara étaient assis dans leur lit, regardant un dessin animé que Sophie avait mis pour les distraire. En voyant papa, ils couraient vers lui. « Papa, Isabelle est partie ?» Alexandre s'agenouillait. « Oui, pour toujours. Elle ne reviendra jamais. » Clara regardait inquiète. « Mais nos chaussures ?» Alexandre l'arrêtait gentiment. « Ces chaussures vont à la poubelle. Vous ne les porterez plus jamais. » Marc demandait timidement. « On peut marcher sans chaussures ?» Alexandre riait à travers ses larmes. « Vous pouvez courir sans chaussures, sauter sans chaussures, jouer sans chaussures, aussi longtemps que vous voulez. » Les enfants le regardaient comme s'il avait dit quelque chose de magique. « Vraiment ?» Alexandre acquiesçait. « Vraiment. Et si vos pieds font mal, si quoi que ce soit fait mal, vous devez me le dire. Toujours. Et je croirai. Je promets que je croirai toujours. » Il serrait les deux fort dans ses bras. « Je suis tellement désolé. Tellement. » Les enfants le serrèrent fort. « On t'aime, papa, » disaient-ils ensemble. Dans les jours suivants, la transformation fut miraculeuse. La première fois qu'Alexandre retira ses chaussures maudites, Marc et Clara commencèrent à marcher normalement. Pas de douleur, pas de cris, pas de larmes. « C'est un miracle, » disait Alexandre en les regardant jouer dans le jardin. Pieds nus, heureux, Sophie souriait. « Ce n'est pas un miracle, monsieur. C'est juste l'absence de torture. Les enfants ont toujours été en bonne santé. Quelqu'un les blessait délibérément. » Alexandre regardait Sophie. « Comment te remercier? Tu as sauvé mes enfants. Tu as vu ce que moi, avec tout mon argent et mes experts, je n'ai pas vu. » Sophie secouait la tête modestement. « J'ai juste regardé où personne d'autre ne regardait. Mon mari disait toujours, quand le pied fait mal, regarde d'abord la chaussure, puis regarde le pied. Les médecins regardaient seulement les pieds. Moi, j'ai regardé les chaussures. » Alexandre prenait une décision. « À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus femme de ménage. Tu es, je ne connais pas le bon titre, conseillère familiale, tutrice. » Sophie riait. « Je suis ce que j'ai toujours été, une personne qui prend soin des enfants. » Le titre n'a pas d'importance. Mais Alexandre insistait. « Le salaire triple. Et je veux que tu enseignes à Marc et Clara ton métier, comme ton mari te l'a enseigné. » « Le métier ?» demandait Sophie confuse. « Faire des chaussures, » expliquait Alexandre. « Je veux qu'ils apprennent, pour qu'ils comprennent, pour qu'ils sachent regarder, pour qu'ils ne soient plus jamais victimes de quelque chose de caché dans un objet commun. » C'était une belle idée. Sophie acquiesçait émue. « Ce serait un honneur. Je peux installer un petit atelier dans le garage. » Alexandre souriait. « Installe où tu veux, la maison est autant à toi qu'à moi. » C'était le début de la guérison. Pas seulement pour les enfants, mais pour Alexandre aussi, qui apprenait que la protection ne venait pas de l'argent ou des experts, mais de l'attention, de l'écoute, de la croyance. 2 semaines plus tard, Isabelle fut arrêtée. Elle tentait de quitter la France par la frontière suisse. Elle avait un faux passeport, expliquait le détective Marigny à Alexandre. Elle fuyait, mais nous l'avons attrapée. Le procès serait dans 3 mois. Les enfants doivent témoigner ? Demandait Alexandre avec inquiétude. Le détective secouait la tête. « Avec l'aveu qu'elle a fait devant vous et le témoin avec la preuve physique, probablement pas. Mais si nécessaire, nous utiliserons un témoignage vidéo pour les protéger. » Alexandre était soulagé. « Bien, ils ont assez souffert. » 1 mois après la découverte, Alexandre emmena Marc et Clara chez un podologue, vrai spécialiste des pieds. « Je veux m'assurer qu'il n'y a pas de dommages permanents, » expliquait-il. Le médecin examinait attentivement. « Les pieds sont parfaitement sains, » annonçait-il après. « Aucun dommage au tissu, aucun problème structurel. Ils ont eu de la chance. Si ça avait continué pendant des années, ça aurait pu causer des problèmes permanents. Mais maintenant,
Ils sont en bonne santé. Alexandre sentait un poids énorme se soulever. Dieu merci, et merci à Sophie, disait-il en regardant la femme de ménage qui avait accompagné. Dans le garage converti, Sophie installait l'atelier, l'établi de son mari, les outils, les cuirs, tout ce qui était nécessaire pour faire des chaussures à la main. Marc et Clara regardaient fascinés pendant qu'elle montrait. Voici comment on coupe le cuir. Voici comment on coude. Voici comment on fait une semelle. Les enfants touchaient les matériaux avec curiosité. « C'est difficile ?» demandait Marc. Sophie souriait. « C'est du travail, mais un beau travail, parce qu'à la fin, tu crées quelque chose qui aide les gens à marcher, qui protège les pieds, pas qui fait mal. » 3 mois plus tard, le procès d'Isabelle commença. Alexandre n'emmena pas les enfants, mais il y alla lui. Il voulait voir. Il voulait qu'Isabelle voie les conséquences. Dans la salle d'audience, Isabelle était assise, pâle. L'avocat de la défense essayait. C'était le stress. C'était un moment de folie temporaire. Mais le procureur fut impitoyable. Il montrait les disques, les épines, les photos des chaussures. Ce n'est pas de la folie temporaire, c'est de la torture préméditée, sophistiquée, cruelle. Elle a acheté des disques spéciaux, les a installés professionnellement, les a cachés. Et pendant 4 mois, elle a regardé des enfants souffrir. Elle les a même accompagnés chez des médecins. Maintenant, la farce. Le témoignage de Sophie fut crucial. « J'ai vu comment elle positionnait les pieds », expliquait-elle, avec précision, avec la connaissance d'exactement où causer le plus de douleur. Ce n'était pas par hasard, c'était du sadisme calculé. Le jury regardait Isabelle avec un dégoût croissant. Quand la sentence vint, elle fut sans pitié. 18 ans pour torture aggravée de mineurs. Elle a abusé de la confiance, dit le juge. Elle a abusé de sa position. Elle a abusé de la vulnérabilité d'enfants qui avaient déjà perdu leur mère. C'est une cruauté que la société ne peut tolérer. Alexandre regardait pendant qu'Isabelle était emmenée. Il ne ressentait rien, pas de satisfaction, pas de colère, juste un vide où il avait pensé qu'était l'amour. « C'est fini », disait-il à Sophie en sortant du tribunal. « Enfin, c'est fini. » Sophie acquiesçait. « Maintenant, c'est le moment de vivre, de guérir complètement, d'être une famille sans ombre. » Alexandre souriait. « Tu as raison, comme toujours. » Ils retournaient à la villa où Marc et Clara attendaient avec des pâtes qu'ils avaient aidé à préparer. C'était la normalité. Belle, normale. Vie sans torture cachée, sans douleur inexpliquée. Juste une famille qui guérissait. Ensemble. Vous croyez que la sagesse pratique peut sauver quand la science échoue? Pensez-vous qu'observer les petits détails est une forme de protection? Laissez un like si cette histoire vous a ouvert les yeux. Abonnez-vous pour la fin émouvante. Maintenant, continuons. 5 ans après ce matin où Sophie avait montré les disques avec des épines à Alexandre, la vie dans la villa de Cannes était complètement transformée. Marc et Clara, maintenant 10 ans, couraient librement sur la plage privée, pieds nus, riant, sans peur, sans douleur. Alexandre, 55 ans, regardait depuis la terrasse avec un sourire qu'il n'avait pas eu depuis des années. « Regarde-les », disait-il à Sophie. « C'est comme si les 5 premières années avaient été une ombre, et ce n'est que maintenant qu'ils vivent vraiment. » Sophie, 67 ans, acquiesçait avec satisfaction. Les enfants sont résilients. Quand la douleur s'arrête, ils guérissent vite. L'atelier dans le garage était devenu une passion pour les jumeaux. Chaque après-midi après l'école, ils y couraient. « Mamie Sophie » appelaient-ils. Ils avaient commencé à l'appeler ainsi naturellement. « On peut faire des chaussures aujourd'hui » Sophie riait. « Toujours, mais d'abord les devoirs. » C'était une routine qu'ils aimaient. Devoirs, puis atelier, où ils apprenaient l'art ancien de faire des chaussures à la scie. « Main, pourquoi c'est important ?» Alexandre demandait une fois. Marc répondait avec un sérieux au-delà de son âge. « Parce qu'on doit comprendre les objets qu'on touche, qu'on utilise. Comme ça, personne ne peut cacher des choses mauvaises dedans. » C'était une leçon plus profonde qu'Alexandre avait imaginée. Pas seulement sur les chaussures, mais sur la vigilance, sur ne pas faire aveuglément confiance, sur regarder sous la surface. « Tu leur as enseigné un scepticisme sain », disait Alexandre à Sophie. « Sans les rendre paranoïaques, c'est un équilibre difficile. » Sophie souriait. « La vie est pleine d'équilibre. Faire confiance mais vérifier, aimer mais protéger, croire mais confirmer. » Alexandre avait appris aussi, plus l'architecte qui ne faisait confiance qu'aux données et aux experts, mais un père qui écoutait l'intuition.
qui regardait les détails, qui croyait ses enfants. 10 ans après la découverte, Marc et Clara avaient 15 ans. Ils planifiaient un projet pour l'école. « On veut faire une présentation », expliquait Clara pendant le dîner, sur l'abus caché, sur comment ça peut être dans des endroits où personne ne regarde. Alexandre regardait inquiet. « Vous voulez parler de ce qui vous est arrivé ?» Clara acquiesçait avec détermination. « Oui, parce que si ça nous est arrivé, ça peut arriver à d'autres. Et peut-être que notre histoire aidera quelqu'un à voir, comme Mamie Sophie a vu. » Marc ajoutait « On n'a plus peur, on n'est plus des victimes, on est des survivants qui peuvent aider les autres. » Alexandre regardait ses enfants avec une immense fierté. « Si vous êtes prêts, je vous soutiens, mais seulement si vous êtes vraiment prêts. » Les enfants étaient prêts. Ils avaient traité le traumatisme avec l'aide d'années de thérapie et d'amour familial. Maintenant, ils voulaient utiliser leur expérience pour éduquer. « C'est ce que Mamie Sophie a fait », disait Marc. « Elle a utilisé ses connaissances pour nous sauver. Maintenant, on peut utiliser notre histoire pour sauver d'autres. » La présentation à l'école fut puissante. Marc et Clara racontèrent l'histoire, pas chaque détail graphique, mais l'essence. Quelqu'un nous a fait du mal, de façon cachée, dans des objets qu'on utilisait chaque jour. Les médecins ne trouvaient pas, parce qu'ils ne regardaient pas au bon endroit. Mais une femme de ménage, avec la sagesse pratique, a vu ce que la science a manqué. Ils montrèrent des photos des disques, avec permission de la police. Les épines. Voilà ce qui était caché dans nos chaussures. Pendant des mois, causant une douleur que tout le monde pensait imaginaire. L'impact fut énorme. Les enseignants pleuraient. Les élèves étaient choqués. « Mais qui ferait ça ?» demandait quelqu'un. Clara répondait avec maturité. « Des gens qui semblent normaux, qui semblent aimants, mais qui ont quelque chose de cassé à l'intérieur. C'est pour ça qu'on doit regarder. On doit écouter quand les enfants disent que quelque chose fait mal, même si on ne voit pas la cause évidente. » C'était un message qui résonnait, qui éduquait, qui pouvait sauver. 15 ans après cette découverte, Alexandre reçut un appel d'une mère désespérée à Paris. « Monsieur Caruso, j'ai lu l'histoire de vos enfants. Mon fils pleure chaque fois qu'il porte sa veste d'école. Il dit que ça brûle. Mais je ne vois rien. Les médecins disent que c'est de l'anxiété. Mais après avoir lu votre histoire, je peux envoyer la veste? Quelqu'un peut vérifier ?» Alexandre passait là. « Demande à Sophie. Tu veux regarder ?» Sophie acquiesçait. « Bien sûr, si je peux aider un enfant, ça vaut le temps. » La veste arriva. Sophie examinait avec soin. Couture, doublure, poche. Et puis elle trouva. Petit fil métallique, presque invisible, tissé dans la couture intérieure du col. Des fils qui irritaient la peau sensible du cou. « Trouvé », annonçait-elle. Pas des épines cette fois, mais des fils métalliques. Même principe. Douleur cachée, invisible à l'œil négligent. Elle appelait la mère. « Enlevez la doublure du col, vous trouverez les fils, retirez-les. La veste sera sûre. » La mère pleurait de soulagement. « Merci, merci beaucoup. » Je commençais à penser que mon fils mentait. Le mot se répandit. D'autres parents appelaient, d'autres cas suspects. Tous n'étaient pas de l'abus intentionnel. Certains étaient juste des défauts de fabrication. Mais certains étaient de la cruauté délibérée. Et à chaque fois, Sophie ou Marc ou Clara, qui avaient appris le métier, trouvèrent le problème. « Nous sommes devenus des détectives d'objets quotidiens », plaisantait Marc. Mais ce n'était pas une plaisanterie. C'était une mission, née de la douleur, transformée en service. Fondation Sophie Moreau, l'appelèrent-ils quand ils formalisèrent, dédiée à examiner les objets qui causaient une douleur inexpliquée chez les enfants. 20 ans après ce matin de révélation, Isabelle fut libérée de prison. Elle avait purgé 18 ans. Elle avait 55 ans. Brisée, changée. Ou du moins c'était ce qu'elle disait. Elle écrivit une lettre à Alexandre. « Je ne demande pas le pardon, je ne le mérite pas. Mais je veux que tu saches, chaque jour en prison j'ai pensé à ce que j'ai fait, à leur petit visage quand ils criaient, à la cruauté que j'ai infligée, et la honte que je ressens est une punition perpétuelle. » Alexandre montra la lettre à Marc et Clara, maintenant 25 ans. « Qu'en pensez-vous » demandait-il. Marc réfléchissait. Elle a payé le prix légal. 18 ans. C'est long. Clara ajoutait, mais on n'a pas à pardonner. Le pardon est pour nous-mêmes, pas pour elle. Alexandre acquiesçait. Je ne répondrai pas. Elle a dit ce qu'elle devait dire. Nous avons vécu ce que nous devions vivre. Le chapitre est fermé. Ils n'envoyèrent pas de réponse.
ne cherchèrent pas de vengeance supplémentaire, ne cherchèrent pas de réconciliation, simplement continuèrent à vivre. Isabelle était le passé, douloureux, mais passé. Le présent était ce qui comptait. 25 ans plus tard, Sophie mourut paisiblement à 87 ans, dans la villa qui était devenue son foyer. Alexandre, Marc, Clara et 4 petits-enfants étaient avec elle. « Merci », murmurait Alexandre en tenant sa main, « d'avoir regardé, d'avoir vu, d'avoir eu le courage de montrer. » Sophie souriait faiblement. « C'était un cadeau que mon mari m'a donné, la connaissance des chaussures. Qui aurait su que ça sauverait des enfants ?» Elle regardait Marc et Clara. « Vous êtes ma fierté, d'enfants torturés à adultes qui aident les autres. C'est un bel héritage. » Elle fermait les yeux. La femme qui avait regardé où personne ne regardait, qui avait retiré la semelle et trouvé la cruauté cachée, qui avait sauvé 2 enfants avec la sagesse pratique et le courage de parler. Ils enterrèrent Sophie dans le cimetière familial. La pierre tombale, écrite par Marc et Clara, disait « Sophie Moreau, 1960-2047, veuve de cordonnier. Quand les enfants criaient et que les médecins ne trouvaient pas la cause, elle a regardé où personne ne regardait, sous la semelle, à l'intérieur de la chaussure, et a trouvé des épines cachées qui torturaient des innocents. Avec des mains expertes et un cœur courageux, elle a retiré quelque chose d'étrange et a sauvé 2 vies. Dors en paix, gardienne qui a vu sous la surface. » 30 ans après cette découverte, l'histoire était une légende dans le domaine de la protection de l'enfance. Les épines cachées, l'appelait-il. Quand une femme de ménage a démonté des chaussures et trouvé la torture, enseigné dans les cours médicaux, dans la formation médico-légale, Dr Martelly, neurologue, faisait une présentation. Le cas Caruso nous enseigne l'humilité. Nous avions toute la technologie, IRM, radiographie, mais nous n'avions pas la sagesse pratique d'examiner l'objet lui-même. Nous avons supposé que des chaussures coûteuses étaient sûres. Nous n'avons pas regardé à l'intérieur. La Fondation Sophie Moreau avait examiné 5000 objets en 30 ans. Chaussures, vestes, sacs à dos, lits. 5000 cas, disaient Marc et Clara, maintenant 55 ans et directeurs, de douleurs inexpliquées. 78 étaient de l'abus intentionnel, comme le nôtre. D'autres étaient des défauts, mais tous causaient une souffrance réelle que la médecine traditionnelle ne trouvait pas, parce que personne ne regardait l'objet. Tous regardèrent le corps. C'était une leçon que la médecine moderne avait apprise, douloureusement, mais définitivement. Alexandre mourut à 80 ans, entouré par la famille que Sophie avait sauvée. Marc, Clara, 8 petits-enfants. « Merci », murmurait-il dans ses dernières heures. « Sophie, où que tu sois, merci. Tu as sauvé non seulement les enfants, tu m'as sauvé. Tu as enseigné que la sagesse ne vient pas seulement de l'université, mais de l'expérience, du métier, de regarder avec des yeux qui savent quoi chercher. » Il regardait Marc et Clara. « Et vous avez pris la douleur et l'avez transformée en mission. Je suis si fier. » Il fermait les yeux. Homme qui avait failli perdre ses enfants à cause d'une cruauté invisible. Mais qui avait appris? Qui avait cru? Qui avait protégé après? Ils enterrèrent Alexandre à côté de Sophie. La pierre tombale disait « Alexandre Caruso, 1970-2050, architecte naval qui concevait des yachts mais ne voyait pas le danger dans sa propre maison. Quand la femme de ménage a montré les épines cachées dans les chaussures de ses enfants, il a cru immédiatement, a protégé férocement et a dédié le reste de sa vie à s'assurer que la sagesse pratique soit honorée autant que la science. Dors en paix, père qui a appris à regarder où les experts ne regardaient pas. 40 ans après cette découverte, Marc mourut paisiblement à 75 ans. Dans ses dernières heures, il tenait une vieille chaussure. Cette chaussure, conservée comme une relique, comme un rappel. « Tu vois ça ?» disait-il aux petits-enfants autour du lit. À l'intérieur de cette chaussure était cachée une cruauté qu'aucun médecin n'a trouvée. Mais mamie Sophie, avec des mains d'artisane, a trouvé. Elle a retiré quelque chose d'étrange et a tout changé. Il regardait la chaussure. Ne faites pas aveuglément confiance, pas aux objets, pas aux gens, pas aux experts. Regardez, toujours regardez, comme mamie Sophie a regardé. Il fermait les yeux. Dernier survivant direct de cette torture. Maintenant, tous étaient partis. Sophie, Alexandre, Isabelle, morte dans un hôpital psychiatrique. Mais l'héritage restait. Dans 5000 objets examinés,
dans 78 enfants sauvés d'abus intentionnels, dans des milliers de professionnels médicaux qui savaient maintenant. Regardez l'objet, pas seulement le corps, comme Sophie avait fait, comme chaque protecteur doit faire, quand un enfant souffre, quand la cause est cachée, quand la réponse est sous la surface, littéralement, parce que c'était la vérité finale. Une nuit, une femme de ménage ne pouvait pas dormir. Elle pensait aux enfants qui criaient, aux chaussures qui semblaient parfaites, à la douleur que les médecins ne trouvaient pas. Et elle avait décidé, je vais regarder, avec des mains d'artisane, avec la connaissance du métier, avec le courage de démonter un objet coûteux. Et sous la semelle élégante, elle avait trouvé quelque chose d'étrange. Disque métallique, épines de cactus, cruauté cachée à la vue de tous, pas avec des instruments médicaux avancés, mais avec un couteau de cordonnier, avec patience, avec la sagesse qui vient de 40 ans de travail avec des chaussures, comme Sophie a trouvé, comme 78 fois après, des examinateurs formés par elle ont trouvé, en regardant où personne ne regardait, en retirant ce que personne ne retirait, en voyant ce que personne ne voyait, parce que la protection ne vient pas toujours de la technologie. Parfois, elle vient de mains expertes, dieux qui savent quoi chercher. Du courage de dire « Attends, laisse-moi vraiment regarder, ne pas supposer, ne pas faire aveuglément confiance, mais vérifier, démonter, examiner, comme chaque artisan fait, comme chaque protecteur doit faire, quand quelque chose ne colle pas, quand la douleur persiste, quand un enfant dit « ça fait mal » et que personne ne trouve la cause. Retirez la semelle, regardez en dessous, comme Sophie a fait, comme elle a sauvé 2 enfants, comme elle a changé la médecine. Une paire de chaussures à la foi. Cette histoire vous a ouvert les yeux? Croyez-vous que la sagesse pratique peut sauver quand la technologie échoue? Laissez un like si Sophie est votre héroïne. Abonnez-vous pour plus d'histoires d'observation qui sauvent. Commentez « Je regarderai en dessous » si cette histoire a changé comment vous voyez les objets quotidiens. Merci d'avoir voyagé avec nous à travers cette histoire troublante de cruauté cachée et de sagesse qu'il a révélée. Rappelez-vous toujours, quand un enfant souffre et que la cause n'est pas claire, regardez les objets, pas seulement le corps, chaussures, vêtements, sac à dos, lit, jouets. La cruauté peut se cacher n'importe où, dans des endroits où personne ne pense à regarder. Mais si vous regardez, vraiment regardez, avec des mains expertes et un esprit ouvert, vous pouvez trouver. Comme Sophie a trouvé, comme vous pouvez trouver. Retirez la semelle, regardez à l'intérieur de la couture, démontez, examinez, protégez. Que Dieu bénisse chaque Sophie, qui a le courage de démonter un objet coûteux, de regarder sous la surface élégante, de trouver des épines qui torturent et de les retirer, sauvant des innocents. Une chaussure à la fois. Au revoir, chers amis, à la prochaine histoire de gens ordinaires qui voient l'extraordinaire, d'artisans qui sauvent avec un métier ancien, de gardiens qui protègent en regardant où les autres ne regardent pas,